Donc on se pose pas de questions, on réfléchit pas, on met l'émotionnel sous le tapis. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour permettre aux gens d'accueillir tout ce qu'ils ont mis sous le tapis pendant des années en fait. 1, 2, 3, 4. La petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous font du bien. J'ai une conviction, c'est que l'on peut parler avec des thérapeutes passionnés de bien-être, de développement personnel et même de spiritualité, sans blabla et parfois même avec humour. En tout cas, promis, toujours avec émotion. Aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous ma rencontre avec Marie-Soline Poideneau, somatopathe. J'ai rarement vu une personne aussi bien incarner le fait que sa force se trouve dans sa vulnérabilité. Marie-Soline, malgré son jeune âge, a non seulement vécu pas mal de choses, mais elle les a aussi beaucoup processées. Elle en parle avec beaucoup d'authenticité et de simplicité, et je suis d'autant plus touchée de sa confiance que Marie-Soline n'aime pas, a priori, l'idée de se dévoiler. Alors bienvenue dans un épisode touchant et inspirant. Avec Marie-Soline, nous allons parler de cette empathie qu'elle porte en elle depuis son enfance, de masques qu'elle a longtemps portés et de sa révélation pour la somatopathie. Bonjour Marie-Soline et merci de me recevoir dans ton cabinet près de Nantes. Avec plaisir, bonjour à toi, à vous. Eh bien écoute, je te présente déjà en quelques mots, comme ça on pose le décor et puis après on peut rentrer un peu dans le détail de qui tu es, d'où tu viens et comment tu pratiques. Alors, tu t'appelles donc Marie-Soline Poideneau, tu es jeune puisque tu as 33 ans. Oui. Tu es somatopathe. Quand je préparais notre échange là hier, je retombe sur un post Instagram que tu as écrit il y a quelque temps en disant « je suis pas hyper à l'aise pour parler de moi ». Alors du coup, même si on en a déjà parlé un petit peu en off, je voulais savoir comment tu te sens ce matin et puis comment t'es avec ça, le fait de parler de toi. C'est vrai que je me suis beaucoup cachée, moi, derrière ça. C'était surtout ça sert à rien de parler de soi, ça sert à rien de raconter son passé. Comme je te disais, j'aime pas les gens qui se racontent, où on sent qu'ils aiment parler de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont vécu. Ça m'a toujours mis mal à l'aise. Et en fait, un jour, j'ai quelqu'un qui m'a interpellée en me disant « Mais pourquoi t'es si mal à l'aise avec ça ? Tu devrais au contraire en être fière. » Et ça m'a tellement piqué que je me suis dit « Il y a quelque chose qui est pas net en moi et chez moi. » Et en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi tu te caches derrière ça et pourquoi t'aimes si peu parler de toi ? Et donc, en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas ? Pourquoi ça aiderait pas des gens de savoir ce que t'as vécu, de connaître ton parcours, de connaître tes embûches, tes réussites. Et voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un réel challenge de discuter avec toi et de faire ce podcast. Et en même temps, une grande fierté parce que je me dis que je me suis peut-être réconciliée avec cette partie-là de moi. Et je suis sûre que les personnes qui nous écoutent, elles se disent la même chose. Moi, il y a plusieurs trucs dans ce que tu dis où je me frotte les mains d'avance avant l'entretien. C'est que déjà, tu dis que t'es pas là pour parler de toi et faire plaisir à ton ego. Et moi, j'adore ça parce que vraiment, c'est ce que j'évite au maximum sur la petite voix. On est là pour inspirer et pas pour, pas pour se faire plaisir. Et ensuite, ce que j'entends, c'est que t'as des choses quand même à raconter dans ton parcours et que là, t'es prête à les poser. Donc, je me sens assez privilégiée d'être là en face de toi ce matin. On va commencer par parler de toi et de ton parcours. Comment tu es devenue somatopathe ? Parce que, si je comprends bien, au lycée, tu savais pas très bien où t'en étais et du coup, tu te dis, bon, je vais faire du commerce, comme j'aime bien le relationnel, etc. Je vais tenter ça. C'est un peu ça, la réflexion que tu t'es faite à l'époque ? Oui, c'est ça. En fait, j'ai toujours aimé les gens. Moi, j'étais une enfant empathe, hypersensible, je pense aussi. Et je me souviens, j'ai des très forts souvenirs déjà dès la primaire où tout ce qui était moquerie, tout ce qui était effet de groupe, ça m'a toujours mis très mal à l'aise et j'avais tendance plutôt, moi, à aller voir ces gens-là qu'on moquait ou qui étaient mis à l'écart. Nous, il y avait une classe intégrée, tu sais, dans l'école où on était avec des handicapés. Ah. Et donc, forcément, il y avait des moqueries et tout ça. Et moi, j'adorais aller voir ces enfants moqués et leur parler, essayer de capter...
je sais pas, quelque chose, et puis d'aller à l'encontre en fait de cet effet de masse. Et j'adorais discuter avec les gens. Et en fait, je suis tombée dans la banque, le commerce puis la banque. Et j'adorais les rendez-vous pour discuter de la vie des gens. Sauf que derrière, il fallait vendre des produits. Et là, c'était là où le bas blessait un petit peu. C'était que ça m'intéressait pas du tout, quoi. Et c'est drôle parce que tu vois, il y a pas mal de thérapeutes quand je les interviewe, qui ont vécu des premières vies pro très business, corporate, et qui ont vécu ce que tu décris là. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais déjà cette écoute, cette empathie. Et donc, vous n'étiez pas des bons commerciaux, mais par contre, vous étiez hyper bons dans l'étape qui précède la vente, quoi. Je crois que c'est ce que tu as vécu à la fois dans la banque et dans le BTP, si je dis pas de bêtises aussi. En fait, j'ai fait mon BTS en alternance dans une caisse de retraite du BTP. Ok. Qui faisait des produits d'assurance, d'épargne, de mutuelle, des choses comme ça. Et je crois que en plus, toute jeune, tu as déjà eu une expérience assez violente avec le monde du travail. Tu me racontais que après 2 ans de bons et loyers services, on t'a congédié de manière peu respectueuse, c'est ça ? C'était ça. En fait, moi, je suis arrivée dans le monde du travail comme toute jeune de 18 ans, pleine d'ambition, très naïve, et en me disant si je fais mes preuves, ça va payer, et c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et donc, j'ai fait 2 ans à fond. Franchement, par contre, je me suis vraiment éclatée. Et c'est là où les expériences sont riches. C'est que j'ai rencontré des gens évidemment incroyables, hyper sympas, qui ont été top avec moi. Mais par contre, la partie pro, oui, au bout de 2 ans, on m'a dit, on m'a sorti tout un tableau de moi qui était vraiment pas glorieux. Et je me suis dit, ah, ok. Ça, c'était ma première expérience. Et du coup, je me suis dit plus jamais, en fait. Je me suis dit jamais plus je me ferai avoir à être trop gentille. Et en fait, ça m'a vraiment fait tomber un espèce de filtre sur le monde du travail. Et je me suis dit, ah, ok, on va jouer. Du coup, je suis rentrée dans le monde du travail en jouant et en me disant, en fait, il faut le prendre comme un jeu et être plus malin que l'autre, quoi. Et pour autant, c'est pas à ce moment-là que tu te dis, tiens, est-ce que je vais m'intéresser aux autres et aux soins des autres, puisque c'est là où tu vas rentrer, être pendant 5 ans dans la banque, hein, c'est ça, dans le monde de la banque ? Oui, c'est ça, à peu près. Ok. Et puis là, pareil, tu te nourris des relations aux autres et tout ça ? Oui, complètement. Donc t'es pas malheureuse, en fait, dans ce monde-là ? Pas du tout. Alors, je fais une petite escale au siège de la Banque Populaire où je travaillais. Ok. Et au siège, tu vois, c'est un grand village, quoi. En plus, oui. Là, c'était fait d'une manière où c'était un grand cercle. Tout est très rond, donc tu vois tout le monde autour de toi. Moi, j'étais à l'accueil, donc j'étais vraiment au centre. Tu vois les gens qui arrivent, les gens qui te téléphonent. Donc, j'étais vraiment au centre de ce monde-là et je trouvais ça génial parce que du coup, je connaissais tout le monde venait me voir. J'aidais tout le monde parce que je m'occupais aussi bien de la presse que des voitures, des billets de train, des billets d'avion, enfin... Tu étais au service généraux, hein ? Oui. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, effectivement, tu as affaire à beaucoup des employés et sur plein de sujets assez différents. Donc là, ça nourrissait ton besoin et relationnel et de variété dans ce que tu faisais. Exactement. À quel moment, quand même, tu te questionnes ? Parce que donc là, on a quitté la jeune femme de 20 ans. Et puis, tu vois, 13 ans plus tard, on est dans ton cabinet de somatopathe, donc il a dû se passer un truc. Et en fait, je suis retournée en agence parce qu'en fait, on m'a clairement fait comprendre que j'étais pas faite pour rester au siège, mais que j'étais une jeune commerciale en devenir et qu'il fallait que je retourne en agence. Et c'est là où ça m'a pas plu. Moi, j'ai jamais réussi à faire des choses avec lesquelles j'étais pas en adéquation. Ça, c'est assez clair. Très vite, je suis mal à l'aise. Très vite, je pourrais même faire des montées d'angoisse ou quoi. Enfin, si vraiment je suis pas bien où je suis pas du genre à rester 10 ans sur un poste qui me plaît pas. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'est venue cette petite perle du ciel envoyée par ma cousine qui m'a parlé du métier de somatopathe. Et voilà, elle a fait germer l'idée dans ma tête et ça a poussé, et puis voilà. Donc, il y a un événement de vie qui est quand même pas anodin, c'est que tu deviens maman. C'est quand même des moments de vie qui nous bouleversent, en fait, et qui remettent potentiellement pas mal de choses à plat. Et là, ça a été le cas pour toi, notamment sur ton projet pro. Alors oui, sur le projet pro, parce que évidemment, moi, j'avais envie de quitter tout ça et du coup, ça m'a permis de faire une pause et de me consacrer à autre chose.
Et en fait, je suis retombée enceinte 9 mois après la naissance de ma première fille. Donc, j'ai tout enchaîné, mes 2 grossesses, mes 2 bébés. Donc en fait, toi, tu commences vraiment à réfléchir à ton projet pro et à commencer à te dire peut-être que ma place est dans le soin aux autres entre ta première et ta deuxième fille. C'est ça. Enfin, avant, hein. Non, ça faisait longtemps que j'y pensais, honnêtement. Ah, qu'est-ce que tu avais en tête à l'époque? J'avais en tête d'être psychologue, j'avais en tête de faire des massages, j'avais en tête l'esthétique, j'avais en tête tous ces rapports à la fois au corps et à l'esprit, en fait. Oui, c'est ça, il y a les 2 dimensions à la fois. Oui. Ok, donc tu savais que potentiellement, si tu creusais ce projet de vie professionnelle, c'est par là que ça t'emmènerait. Ah bah oui, pour moi c'était évident. Mais et tu crois que c'était évident même quand t'étais ado, mais que c'était pas le moment ou Bah c'est qu'en fait je pense que j'ai pas su. Puis c'est pas des métiers que tu connais trop quand t'es ado. Ouais, c'est pas des choses dont t'entends vraiment parler. Oui. Et puis quand t'es ado, t'as aussi le côté financier. Tu te dis faut que je fasse un métier qui marche. Donc, devenir thérapeute quand t'as 20 ans, tu te dis, c'est impossible. Tu te dis, je vais pas du tout gagner d'argent tout de suite. Alors que, puis moi, j'avais la forte volonté quand même de partir de chez moi. Donc, il fallait que je gagne l'argent très tôt. C'est pour ça que j'ai fait un BTS en alternance où je gagnais déjà ma vie. Je suis obligée d'attraper la balle au bon, Marie-Soline. Pourquoi il fallait que tu partes si vite de chez toi? Parce que je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais pas libre. Je me suis jamais sentie libre chez moi. Est-ce que tu te sentais pas libre comme l'ado lambda qui trouve ses parents trop pénibles, ou est-ce qu'il y avait vraiment autre chose? C'est une bonne question. Il y avait des deux, je pense. J'avais une maman qui avait très peur de tout et qui a toujours très peur de tout. Et du coup, pour qui la vie, c'était un danger, quoi. En plus, je suis la 3e d'une fratrie, donc de 3. Mes 2 frères ont 12 et 13 ans d'écart avec moi. Plus. Ok, oui, t'es arrivée bien après. Voilà. Okay. C'est un 2e mariage. Et du coup, j'ai un peu vécu comme une fille unique, en fait, parce que mes frères sont partis de la maison. Et en tant que fille d'une maman qui a des peurs et pour qui le monde est dangereux, et forcément, il y avait plein de choses que j'avais pas le droit de faire. Je pouvais pas sortir comme je voulais. Et du coup, oui, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir être financièrement indépendante. Ce qui me vient là quand je t'écoute, il y a quelque chose de très... d'une enfance un peu isolée, un peu seule. Après, malgré tout, t'as tes frères, même s'ils sont plus grands que toi, t'avais une bonne relation avec eux? Pas trop. On n'a jamais eu une famille qui a su entretenir les liens familiaux. C'était plus chacun pour soi, quoi. Je pense qu'on a un vécu commun difficile. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Du fait du passé et des blessures de nos parents respectifs. Et qu'en fait, on n'en a jamais fait une force, quoi. On n'a jamais réussi. Mais parce que nos parents nous ont jamais aidés à faire ça non plus. À tisser du lien entre nous. Ça a été trop compliqué pour eux, certainement. Ils ont fait de leur mieux, mais... Je crois, ouais. Ils étaient peut-être pas d'une génération où on travaillait beaucoup sur soi. Ah bah non, pas du tout. On peut parler de ton frère dont tu m'as dit qu'il était malade? Oui, on peut. Oui, ça a été un des challenges peut-être de ma vie, puis des points sombres dans le sens où de vivre avec quelqu'un de malade, son frère d'autant plus, d'une maladie psychique. Qu'est-ce qu'il a, ton frère? Je connaissais pas. Mon frère, il est psychotique, probablement schizophrène. Ok. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, en grandissant. Enfin, il a... Selon lui, selon ma mère aussi, toujours été un garçon sensible, fragile. Pareil, avec une vie pas facile, un père violent, qui a jamais voulu de lui. Et du coup, beaucoup de souffrance intérieure, je pense. Et pareil, l'isolement, les soirées, ados, le shit, puis la drogue. Ce qui n'aide pas du tout, ouais. Au contraire, souvent sont un peu des déclencheurs. C'est ça, chez des gens, chez des gens fragiles, c'est des interrupteurs, quoi. On appuie sur le bouton et puis c'est parti. Et donc moi, j'étais à ce moment-là chez moi avec ma maman. Lui était là en partie. Enfin après, il a vécu un peu tout seul, puis il revenait, et puis il repartait, et puis il revenait. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes un peu compliquées, quoi. J'essaie de comprendre. Toi, t'es une enfant d'une dizaine d'années. Donc ton frère, lui, il a une vingtaine d'années. On dit qu'en général, ces maladies-là, elles se déclarent vraiment vers 22, 23 ans, à peu près. Ouais. Et
c'est des maladies qui fonctionnent par crise, en fait, c'est ça? Il y a des grands moments comme ça de chaos pas possible. De décompensation, ce qu'on dit. Oui, Ouais. c'est ça, pardon, de Ouais, décompensation. exactement. Et en fait, lui, c'était des hallucinations, je pense, auditives. Visuelles, je sais pas. Mais du coup, très vieux. Enfin, souvent, c'est des voix qui sont méchantes, qui ordonnent des choses affreuses. Et du coup, lui, beaucoup de violence. Il tapait, il criait. Mais il donc, tapait qui? dans le vide. D'accord, ok. Non, il tapait personne, hein, mais il tapait les murs. Ouais. Mais du coup, voilà, des cris, des coups, et puis de voir son frère dans un état quand même totalement second. Et puis du coup, intervention de la police, parce qu'il fallait le faire hospitaliser, qu'il voulait pas. Donc ça, ouais, ça arrivait assez souvent. Donc oui, voilà, c'était jamais des moments, les voisins qui sortent de chez eux, la porte cassée en bas. Enfin oui, c'est pas des bons souvenirs. C'était comment pour la petite fille de 10 ans quand en fait, moi, ce qui me vient là, en t'écoutant, c'est la peur que tu peux ressentir. C'est terrifiant. Ouais. Je me cachais. Je me suis beaucoup cachée dans ma vie. J'ai beaucoup de souvenirs où je dois me cacher. J'imagine qu'en plus, ce qui doit être terrible dans la tête de cette petite fille, c'est que tu dois reconnaître les premiers symptômes, enfin le moment où tu sens que la situation va vriller, non? Ah bah oui. Donc là, il et là, tu te s'enferme, planques. les fenêtres des chambres sont fermées, c'est dans le noir, c'est crescendo. C'est vrai que Comment il va ton frère aujourd'hui? c'est stable dans le sens où il oscille entre des hospitalisations et des périodes de vie à peu près normales, même s'il ne travaille pas, même si il vit dans un tout petit logement. Ok. Je repense au début de notre entretien, où tu allais vers les enfants différents, isolés, mais en fait, c'est ce que tu étais aussi un petit peu. Peut-être pas physiquement autant que ces autres enfants handicapés. Est-ce que c'est comme ça que tu le vivais, toi? J'avais pas du tout conscience de ça. Et je n'en ai pas eu conscience jusqu'à tard, en fait. C'était ma normalité à moi et il fallait s'en sortir, il fallait avancer. Donc on se pose pas de questions, on réfléchit pas, on met l'émotionnel sous le tapis. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est pour permettre aux gens d'accueillir tout ce qu'ils ont mis sous le tapis pendant des années, en fait. Ouais, en fait, c'est une réponse. Parce que là, tu disais tout à l'heure, là, t'en parlais physiquement, que tu t'es beaucoup caché toute ta vie, mais qu'en fait, on peut l'entendre de plein de façons différentes. Je me suis cachée de plein de façons différentes, bien sûr. Je comprends encore mieux ce qu'on disait en tout début d'entretien et le fait que c'est une étape pour toi de parler comme on le fait aujourd'hui. Merci, d'autant plus, je mesure. Ok, donc tu as quand même ce contexte-là. Je reviens à ta vie professionnelle, à ces moments de bascule, là, quand tu es entre deux maternités. Donc, bien sûr que tu as été sensibilisée à la question du bien-être et de la santé mentale très tôt, trop tôt. Et donc, en fait, la question revient sur le tapis de ton orientation pro et de peut-être te mettre au service des autres. Et donc, tu as cette cousine qui te parle de OK, mais elle t'en parle style ah, j'ai fait une séance, c'était génial, ou tiens, tu devrais réfléchir à ça pour ton avenir pro. Les deux, en fait. Je discutais beaucoup avec elle parce qu'elle était psychologue, alors je sais plus dans quelle structure, mais qui fait de la réinsertion. Et donc, je discutais beaucoup avec elle du fait que je voulais faire autre chose, me reconvertir. Et puis un jour, oui, elle me téléphone, elle me dit écoute, est-ce que tu connais le métier de somatopathe? Je dis non, pas du tout. Moi, je suis allée en voir une, là, 3 fois. Franchement, bluffant. En plus, elle me parle de son cabinet avec une immense fenêtre vue sur la nature. Elle me dit c'était incroyable. Alors, elle me parle pas vraiment de ce qu'elle fait ou de sa séance, mais elle me dit renseigne-toi. Je te vois trop faire ça. Tu sentais qu'il y avait un truc qui t'appelait, mais t'avais pas mis le doigt encore sur la pratique. Exactement. Qui serait la tienne. Je savais que j'avais besoin de discuter avec les gens. Je savais que j'avais besoin d'aider les gens. Je savais que j'avais besoin de travailler sur le corps parce que le toucher pour moi était très important. Mais je n'avais pas de métier à proprement parler qui pouvait réunir tout ça. Et là, elle t'en parle et tu te dis quoi quand elle t'en parle que ça... Alors, je me dis, je vais aller en voir un. On va voir ce que c'est. J'ai déjà essayé. Ouais, je me renseigne, je regarde sur Internet et puis je me dis, il n'y a rien de mieux que d'essayer. Donc moi, j'avais eu mon premier bébé, ma première fille. Donc des choses à travailler physiquement et psychiquement, j'en avais des tonnes. Donc je suis allée en voir un. Et là, oui, ça a été... l'illumination. Je me suis dit, dès la c'est première ça. séance? Ah oui. Parce que ça t'a apporté quoi, la première séance?
Faut le vivre. Franchement, faut le vivre pour comprendre, hein, parce qu'il y en a beaucoup, là, même moi qui viens de me voir, la première séance, c'est particulier en plus. Ah oui? Bah oui, parce que... Physiquement, émotionnellement? Les deux, parce que c'est vraiment un dialogue entre le thérapeute, entre soi et entre son corps et entre tous ces éléments. Et le fait à la fois d'être entendu dans sa partie émotionnelle et que ça passe par le corps, ça a une dimension particulière, vraiment. On va y revenir là quand on va réexpliquer plus en détail ce que c'est que la somatopathie. Donc, ce rendez-vous-là te bouleverse et puis est-ce que là, quand même, tu te dis, c'était génial la séance ou tu te dis, mais c'est exactement ça que je veux faire? Ah oui, je me dis, c'est exactement ça que je veux faire. Et donc, tu vas attaquer une formation rapidement après? Eh ben oui, je démarche donc l'école, je fais mon petit dossier, ma petite lettre de motivation et je me renseigne sur comment financer ces études-là, qui sont quand même des études assez chères. En plus, c'est pas une formation reconnue, donc il y a aucun financement possible. Mais pour moi, il fallait que je le fasse. T'étais soutenue par ton conjoint? Parce que là, c'est des switches de vie quand même. J'étais très soutenue parce qu'en fait, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu me payer la formation parce que je faisais un petit peu de compta pour son entreprise. Ah, génial. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à payer la formation. Donc j'étais totalement soutenue par lui. Ouais. J'aurais pas pu le faire sans lui. Et à quel moment tu vas faire le grand saut? C'est-à-dire quitter, même si on entend que là, t'étais en congé parental, donc c'était assez confort, mais il y a bien un moment où il faut dire, je quitte ce job salarié avec tous les avantages que ça peut avoir de bosser dans une banque et j'ouvre mon cabinet. Ça y est, j'y vais. Alors, il y a eu un entre-deux. Je voulais avoir du temps pour pouvoir recevoir des gens et commencer un petit peu à me lancer, même si mes études n'étaient pas encore terminées. Donc, il fallait que je trouve un métier qui corresponde en fait à ce besoin de temps et en même temps qui soit plus un métier qui me déplaise comme ça pouvait l'être à la banque. Tu veux dire un gagne-pain en fait, quelque chose qui te permette d'assurer financièrement, mais en même temps de donner le temps et la liberté de te lancer ailleurs. Donc, t'as fait quoi? Je suis tombée sur une annonce, pareil, qui m'est tombée un petit peu entre les mains par hasard, entre guillemets, comme on dit. Voilà. Et c'était du secrétariat dans une association de protection de l'enfance. Ok, j'ai rien dit. Non, on ne dira rien. Ou on peut, si tu as envie. Bah oui, on peut, parce que d'y avoir travaillé en plus maintenant, je pense que toutes les personnes qui travaillent dans la protection de l'enfance n'y sont pas par hasard. Et là, ça a été encore plus une révélation pour moi de devoir m'occuper des enfants intérieurs, de tout le monde en fait. Donc c'est drôle parce que pour un job alimentaire, c'est quand même pas n'importe quel job alimentaire. Non. Mais ça va te permettre donc de lancer ton activité tranquillement. Donc en 2017, tu as commencé ton activité et à partir de quand tu as commencé à en vivre à plein temps? Il y a 2 ans, avec un petit passage par une grosse... comment on pourrait dire? J'appellerais pas ça dépression, j'appellerais pas ça burn-out, mais je sais pas, une déconstruction. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est la protection de l'enfance qui m'a un peu fait exploser. Je travaillais pour des éducateurs qui intervenaient en milieu ouvert, un service qui s'occupait de jeunes un peu isolés, qui avaient donc des éducateurs pour leur permettre de se relancer un petit peu dans la vie sociale, professionnelle. Et des jeunes qui avaient, pour beaucoup, des maladies psychiques, justement. Tiens donc. Et ouais, je pense que c'est là que ça m'a un peu fait vriller. Et j'ai clairement vu mon frère et ouais, ça a été un peu violent. Donc il y a ça, il faut remettre aussi dans le contexte. Quand on devient maman, en plus avec très peu d'écart entre tes filles, on est aussi ça nous fragilise, quoi. Surtout que ma première a été évidemment l'enfant qui vous fait vraiment remettre le nez dans ce qui n'est pas réglé chez vous. Ah, merci à nos enfants chéris. Et donc, elle a pas dormi, pendant 2 ans et demi, et ça a été très compliqué. Ok, et puis j'ajoute à ça encore une petite couche, c'est que quand même, tu me le disais, quand tu as fait ta formation en somatopathie, ça a été aussi hyper challengeant à titre perso, parce qu'en fait, ça t'oblige d'abord à travailler sur toi avant d'être prête à accompagner les autres. Oui, la formation, c'est une vraie étape aussi de vie et de travail sur soi et d'introspection. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette anecdote très rigolote que me rappellent mes collègues somatopathes avec qui je l'ai faite. C'est que je suis arrivée en formation en disant de toute façon, moi, je ne changerai jamais. Celui qui va me faire changer, il est pas né, quoi. Et c'est là où je reviens à ce masque, à ce costume que j'ai porté. C'est que j'étais persuadée que là où j'étais, oui, j'étais
j'étais moi à ma bonne place et que rien n'y changerait, quoi. Bon, évidemment, si tu nous le racontes, c'est que l'histoire va te montrer que si tu as changé, c'est ça? Bah, je crois que les personnes qui sont les plus sûres d'elles comme ça et persuadées d'être au bon endroit, la bonne personne et de ne pas avoir à changer sont celles qui se prennent les plus grandes claques, évidemment. Parce que la muraille est tellement haute, forte et épaisse que quand elle casse, ça fait mal, ouais. Donc, c'est venu aussi beaucoup te bousculer, cette formation, et ça t'a obligé à déconstruire beaucoup de choses. Ça te permet aussi de voir que ce que tu as vécu n'est peut-être pas si normal que ce que tu pensais, en fait. Et oui, on en revient à cette petite fille qui pensait, en gros, que tout le monde vivait plus ou moins ça à la maison. Quand on se rend compte que c'est pas le cas et que ça a peut-être laissé quelques traces, faut s'en occuper. Tu dirais que t'es devenue quelle femme après tout ce que tout le parcours qu'on vient d'évoquer, là, ton enfance, tes premiers pas dans la vie pro, cette formation, le fait d'être devenue maman? C'est une bonne question. Je suis devenue quelqu'un de fort, déjà, je dirais, parce que je m'aperçois de mes capacités de savoir rebondir, de savoir toujours aller de l'avant, de savoir... Et là, justement, j'apprends aussi que la vie, c'est pas que ça. Qu'on n'est pas obligé de tout faire dans la souffrance, c'est ça? Exactement. Que la vie, c'est pas forcément que des galères. Et qu'à un moment donné, on peut aussi se laisser tranquille et se poser, quoi. Et ce que je retiens de mon parcours, oui, c'est que c'est important de voir ce qui s'est passé et d'en tirer le meilleur pour pouvoir être le plus authentique possible, pour vivre quand même une vie qui est douce et belle et vraie, en fait. On a pris le temps de parler de ton parcours et puis quand je t'entends, c'était nécessaire qu'on prenne ce temps-là parce qu'on comprend la personne que tu es aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que la somatopathie et en quoi ça consiste? Alors la somatopathie, c'est une méthode manuelle déjà, qui s'inspire de l'ostéopathie crânienne, qui s'appelle la méthode Poyer, et qui ajoute une approche somatique, où en fait on va essayer d'aller à la fois écouter, entendre, libérer l'émotion traumatique qui est venue créer un symptôme dans le corps, donc qui s'est incarné dans le corps, qui s'est figé dans le corps, et qui après ressort sous forme de symptômes. On peut vraiment traiter tout, que ce soit des douleurs dorsales, des lumbingos, des chevilles tordues, tout ce pourquoi on pourrait aller voir un ostéo, en fait. Donc, on vient quand même d'abord avec une douleur physique. On vient pas forcément. Ah, ça peut être aussi d'ordre plus émotionnel? Complètement. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent... Alors, en fait, on dit toujours le praticien attire les patients qui lui correspondent. Et donc, il va y avoir des somatos qui vont être très structurels, très ostéo dans leur travail et qui vont avoir énormément de gens qui vont venir les voir pour des entorses, des lamagos, Moi, c'est pas ma patientèle principale. Moi, les gens qui viennent me voir, c'est beaucoup de gens qui sont en crise d'angoisse, en dépression, en burn-out. Donc des personnes en moment de vie délicat. Exactement. Ok. T'as un exemple concret tu pourrais nous parler d'un patient, de comment tu l'as accompagné, de comment se passent les séances? Oui, j'en ai une qui me vient en tête tout de suite. Je la vois plus maintenant, mais ça a été un super accompagnement. Ça a été une belle rencontre aussi. Elle venait parce qu'elle avait des souvenirs de son passé qui remontaient. Et du coup, des crises d'angoisse, elle mangeait plus. Et en fait, l'accompagnement, ça a été de travailler là-dessus, sur l'accueil. Alors, pardon, justement. Mais de quel ordre? Parce que... J'ai ma petite idée, mais quand on parle de souvenirs qui remontent, sous-entendu, on les avait oubliés. J'ai eu beaucoup de cas d'inceste, j'ai eu beaucoup de cas de violences sexuelles. Et en fait, on parlait de trauma où il faut mettre les émotions sous le tapis. C'est typiquement des situations durant lesquelles les victimes vont être incapables de vivre émotionnellement ce qu'elles sont en train de vivre. C'est-à-dire que le cerveau met de côté l'émotion. Mais sauf qu'un jour, l'émotion, en fait, tant qu'elle n'est pas revécue et classée dans le cerveau, elle est là, elle est présente comme une espèce de veille. Et chaque petit événement... chaque petit stimuli de la vie qui a un lien avec cet événement traumatique premier va venir réactiver l'émotion, mais comme si on revivait l'événement à chaque fois. Et là, c'était le cas de ta patiente. En plus, elle était en train de libérer sa mémoire. Là, c'était le cas de ma patiente, mais parce qu'en fait, une simple relation sexuelle avec un partenaire peut venir réveiller ce trauma-là. Et donc, oui, elle était en détresse, une grande souffrance et avec des pensées suicidaires. Enfin, c'était compliqué, ouais. Et comment tu as pu l'accompagner à travers la somatopathie? Eh ben parce qu'en fait, la somatopathie, elle est là justement pour, en passant par le corps, conscientiser l'émotion, faire le lien avec le trauma, et par le toucher, par l'accueil empathique et par l'expression verbale,
permettre de retraverser cette émotion en douceur et de physiquement libérer le corps, en fait, de cette émotion-là. Ok, donc il y a vraiment ces deux dimensions-là de toi, tu vas passer par le corps et les blocages du corps pour libérer l'aspect émotionnel. Exactement. Donc, quand on est en séance, on est allongé sur une table de massage. Oui. Et toi, tu travailles sur tout le corps ou tu parlais de crâne? Comment ça se passe concrètement? En fait, on se met à l'écoute de ce qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, qui est un mouvement du corps qui est antérieur au mouvement, au mouvement cardiaque d'un enfant, d'un bébé, d'un fœtus. Il y a le mouvement de vie, en fait. C'est un mouvement qu'on peut écouter sur tout le corps, sur tous les os, tous les muscles, tous les tendons. On a ce qu'on appelle les lésions descendantes et ascendantes. Les descendantes, c'est donc l'émotion qui va venir créer dans le corps une douleur, un trauma. Et après, on a évidemment un coup, un bleu, une cheville tordue, que là, il va falloir traiter en local. Et après, remonter au crâne pour avoir la partie émotionnelle. Donc le crâne, c'est la base. Le crâne, c'est la base. Ok. Je sais plus comment tu me l'avais formulé quand on s'était parlé, et j'avais trouvé ça très joli. Tu disais qu'en fait, tu écoutais avec tes mains, quoi. Au bout des mains, t'avais tes écoutilles. Ah bah complètement. J'utilise plus ma tête. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, on passe sur un plan intuitif, dans le sens où on capte en fait dans l'énergie de la personne ce qui a besoin d'être vu, entendu. Ça se passe à travers les mains, mais ça se passe pas que à travers les mains. Alors, je rigole. En tout cas, je souris parce que, et ceux qui écoutent La Petite Voix, vous le savez, et je suis sûre que ça vous fait sourire aussi. Quand Marie-Soline, elle parle de son intuition, c'est qu'en fait, elle capte des infos. Et souvent, les thérapeutes, vous ouvrez une forme de canal médiumnique, c'est pas un gros mot, mais je pense que ce que je constate, c'est que à force d'être dans cette empathie et dans cette écoute très active des personnes que vous accompagnez, il y a un truc qui s'ouvre. Je ne sais pas comment, mais vous avez ce truc-là. Sauf que il y a beaucoup de pudeur à l'évoquer, ou peut-être la peur de faire peur aux personnes, mais ce que je comprends, c'est que toi, tu as ce canal-là qui s'ouvre par moment et que tu reçois des infos. C'est ça ? Alors moi, je fais la différence entre le canal médiumnique et l'empathie que je peux ressentir en séance, qui pour moi sont des plans différents. Donc tu as les deux, mais c'est deux choses différentes. Je peux avoir les deux. Le côté médiumnique, je l'ai pas encore... Enfin, je l'ai, mais c'est pas celui que j'écoute le plus. Ok, qu'est-ce que tu écoutes le plus ? Eh ben, c'est la partie empathique, en fait. C'est de se mettre en empathie avec l'énergie de la personne et de capter dans son énergie son vécu, son émotion... Parce qu'en fait, quand je fais ma séance, j'ai ma partie pratico-pratique avec la théorie et ce que je trouve dans mes mains. Mais par contre, l'histoire qui se tisse derrière et ce que moi, je vis quand je touche la personne, ça, je sais très bien que c'est pas écrit noir sur blanc. C'est moi qui le capte à travers ce que je ressens. Donc l'idée, c'est pas d'enfermer la personne dans quelque chose déjà en disant c'est ça. Donc, est-ce que vous êtes comme ci, comme ça ? Non. Moi, je pose des questions ouvertes. J'interroge les gens sur, justement, leur ressenti. Et la question ouverte, c'est est-ce que en ce moment, vous vivez quelque chose qui pourrait vous paraître injuste et le plus large par exemple, possible. tu vas capter un sentiment d'injustice, Voilà. mais tu vas pas dire Ah non, moi, je capte l'histoire. Hein. Souvent, je capte l'histoire. Mais c'est quoi comme histoire, par exemple ? Je sais pas, je capte que la personne, en ce moment, dans sa vie, elle se sent pas entendue par son partenaire et qu'elle en souffre et qu'elle n'arrive pas à le dire et à l'exprimer, par exemple. C'est quand même hyper précis. C'est assez précis, souvent. Et c'est pas de la médiumnité, ça, pour toi ? Bah, je le vois pas comme ça. Je le vois vraiment plus comme de l'empathie, une énergétique. Et donc, c'est de l'empathie plus. Oui, après, c'est peut-être une question de mots ou je sais pas, mais... Si, oui, c'est une forme de médiumnité. Donc ça, tu l'utilises... Vraiment, c'est ton autre outil moins visible. Donc, en fait, si je reviens à la manière dont se déroule la séance, la personne est allongée et donc toi, tu fais ces manipulations au niveau de la boîte crânienne et puis après, tu dis au niveau des pieds pour corriger dans les pieds, oui. C'est ça ? Et ponctuellement sur le corps s'il y a vraiment des zones à travailler. Mais en fait, vous parlez beaucoup pendant que la personne est allongée. Bah, ça dépend de la personne aussi. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas très envie de parler. En fait, ce qui est assez dingue, c'est que plus la personne est ouverte, plus la personne est au fait de ce qu'elle vit, plus c'est facile, parce que ça se déroule tout seul. Plus la personne est dans le contrôle, dans le déni, moins moi je vais avoir d'infos.
Il y a des fois des gens, je fais mon travail, je fais mes corrections, mais je n'ai rien qui sort. Ça va rester sur le plan physique, quoi. Ah ouais, il se passe rien. J'ai les symboliques. Alors c'est ce que je dis souvent, je dis j'ai ouvert des portes, il se peut que d'ici 2-3 semaines vous ayez du coup derrière peut-être un déferlement émotionnel et que quelque chose vous vienne. Mais c'est tout ce que je peux faire parce que trop de contrôle, trop de choses enfouies, quoi. Oui, et en même temps, j'ai envie de te dire tant mieux, parce que si la personne n'est pas prête à recevoir trop d'infos, ce serait d'une grande violence. Évidemment. Donc en fait, ça va au rythme du patient aussi, en fait. C'est la magie du corps, c'est qu'en fait, ce qui se présente, c'est que c'est prêt à être entendu, sinon ça sort pas. Sur ton site internet, tu dis en fait, je crois profondément que chaque être humain est bon. C'est comme si ta mission de somatopathe, c'était de rendre là cette bonté visible à chacun, c'est ça ? Et puis de les y reconnecter, parce qu'en fait, on est quand même des humains qui avons tendance à être beaucoup dans l'autocritique, à avoir une estime de soi qui est pas folichonne, ce qui fait que comme moi j'ai pu faire, on va se diriger vers des métiers qui nous correspondent pas, on va être avec un conjoint parce qu'il faut, alors qu'en fait ça nous va pas forcément. J'ai envie de reconnecter les gens à leur être authentique et à leur bonté, à l'amour d'eux-mêmes pour pouvoir avoir la vie qui leur correspond. Et sortir des conditionnements et des masques et des peurs, dont on parlait tout à l'heure. Waouh. Tu vois des choses à ajouter par rapport à ton parcours, à ton métier ? Oui, j'aimerais bien parler du transgénérationnel parce que pour moi c'est hyper important dans ce que je fais aussi. Vous reprendrez bien 1 heure d'interview parce que alors ce sujet est passionnant, mais ouais. Non, mais c'est juste pour rajouter que il peut y avoir à la fois notre vie à nous, mais il y a aussi tout ce qu'on scoltine des émotions et des traumas de nos parents, de nos grands-parents, qui prend une place hyper importante dans nos vies et qui est bon d'avoir en tête. Parce que des fois, on a beau être très conscient de ce qu'on a vécu, de notre parcours. Moi, combien j'en ai qui me disent « Mais je suis allée voir des psychologues plein de fois, c'est bon, je sais. » Oui, mais vous savez, mais est-ce que vous savez que c'est aussi ce qu'a vécu votre grand-mère et que vous, aujourd'hui, si vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de cette situation, c'est aussi parce que vous portez encore l'émotion de celle-ci. Ça, moi, j'adore travailler là-dessus. Et en somatopathie, on travaille là-dessus aussi ? On travaille là-dessus. On travaille là-dessus au niveau des organes vitaux, tout ce qui est thyroïde, poumon, cœur, foie, intestin. Et là, tu libères, sans nécessairement... Parce que, tu vois, le problème du transgénérationnel, c'est passionnant. Mais enfin, comment on peut être sûr de ce qui est arrivé à des personnes qui sont peut-être décédées ou qui ne parleront jamais, tu vois ? Donc là, en fait, t'as pas besoin d'avoir l'info consciemment. C'est ton corps qui le porte et toi, tu vas la trouver, c'est ça ? C'est variable. Il y a eu plein de fois où on m'a dit, franchement, je sais pas du tout. Comme je dis à chaque fois, j'ouvre une porte. Je dis, peut-être que il s'est passé ça. De toute façon, ça se répète dans notre vie à nous. Il y a un événement dans notre vie qui vient un peu parler de la même chose, qui est forcément beaucoup moins fort, beaucoup moins intense et beaucoup moins traumatique, mais dont les émotions sont en lien. Et ça, on peut s'appuyer dessus parce que ça, la personne, elle le sait. Et puis les gens, ils savent toujours un peu, oui, c'est vrai, j'ai entendu que... Et puis ils aiment bien investiguer aussi de leur côté après, aller demander. Ça leur fait du bien. Combien de fois j'en ai qui sont venus, j'ai discuté avec ma mère, elle m'a parlé de ma grand-mère, ça m'a fait un bien fou, j'ai compris ça. Et ça, c'est génial. Puis la vie est bien faite, hein. Le corps se sent entendu et la vie, après, serre les choses sur un plateau. Elle va nous apporter un coup de téléphone avec la tata qui va nous raconter un truc. Elle va me dire, mais c'est dingue... Vous m'en aviez parlé, je l'ai même pas appelée, elle m'a téléphoné, elle m'a raconté quoi. Ok, Marie-Soline, est-ce qu'on peut terminer par nos questions rituelles ? Oui. Est-ce que... Non, pas est-ce que tu écoutes souvent ta petite voix, puisqu'on entend que c'est ton outil de travail aussi. Mais alors comment tu fais pour l'écouter ? Alors, attention, je différencie énormément la petite voix que j'écoute quand je suis en séance et celle que j'écoute quand je suis pas en séance et quand je suis dans ma vie perso. Là, c'est tout autre chose. C'est-à-dire qu'en séance, mon mental... est très calme et très posé et m'attend probablement assis dans un coin de la pièce. Mais par contre, quand je sors de mon cabinet, je peux vous dire que là, il revient avec son énorme armure et ses grosses armes. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal à écouter ma petite voix quand je suis pas au travail. Parce que je pense que j'ai encore beaucoup de peur en moi et que j'ai un mental qui est super fort, encore très très présent. Et qu'il faut que j'apprenne à réussir à me retrouver dans le même état dans lequel je suis en cabinet, dans ma vie de tous les jours, quoi. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement aidé dans ton chemin de vie ? Il y en a un, je me souviens pas exactement de l'histoire, mais je sais qu'il m'a marqué, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. En ce sens où, de ce dont je me souviens, c'est l'histoire d'un mec qui va partir en voyage à la recherche de quelque chose et en fait,
la conclusion de l'histoire, c'était que ce qu'il avait, c'était chez lui, c'était à l'endroit où il était déjà avant de partir. Et ça me parle énormément parce que la vie, c'est ça. C'est de partir en voyage et de se rendre compte qu'on avait déjà tout à l'intérieur de soi. De savoir que tout était déjà là et qu'il suffisait juste aussi de se poser pour peut-être s'y connecter, quoi. Est-ce que tu as un rituel bien-être quotidien ? Alors quotidien, je sais pas, mais quelque chose qui me fait énormément de bien, c'est le mouvement. C'est le chant, la danse. Ok. Et j'en fais de plus en plus de la danse intuitive, la mise en mouvement le matin en me préparant, une bonne musique, un bon mouvement. Et ça, c'est primordial même dans ma pratique parce qu'en fait, l'émotion étant dans le corps, le fait d'aller la bouger, d'aller la solliciter par la danse, par le sport, par la marche, émotionnellement, ça libère énormément. Bon, et pour terminer, Marie-Soline, est-ce que tu es heureuse ? Je crois que je commence à toucher à ce que c'est le bonheur, ouais. Justement, en sortant de ce cadre dans lequel j'ai grandi, en voyant que peut-être l'amour, c'est pas l'image que j'en avais. Peut-être le bonheur, c'est pas l'image que j'en avais. Peut-être la famille, c'était pas l'image que j'en avais. Et de recréer ce qui est pour moi aujourd'hui l'amour, la famille, le bonheur, le travail. Mais pour moi, quoi, maintenant. Ça en fait des choses à remettre sur les rails quand même. Ah, c'est du travail. Hein. Mais oui, quotidien. On est tous sur ce chemin-là. Ok, top. Merci beaucoup Marie-Soline. Merci à toi. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix, le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside. Why would you look outside yourself when